que ce qui est intéressant, surtout sur le continent africain, c'est qu'en termes de narratif, on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin, avec tout ce qui s'y passe, avec la richesse culturelle qu'on a, avec l'héritage qu'on a pu avoir aussi des anciens. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à raconter. Salut Benji. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci de me recevoir. Avec plaisir. Du coup, on va parler un petit peu de ton parcours et de l'évolution un petit peu du cinéma, de l'audiovisuel africain. Et j'ai pris la liberté de commander des petites choses. Surtout, t'hésites pas, tu te sers. Ok. Ok. Bon, ça a l'air pas mal. Beau plateau. Je te confirme, c'est très bon. Ben, on va commencer un petit peu par ton parcours. Comment la musique est rentrée dans ta vie? La musique est rentrée dans ma vie par le biais de ma maman, puisque tout jeune, je me rappelle qu'elle nous emmenait acheter des vinyles. Elle avait sa petite boutique à Alésia, où elle avait ses habitudes. Et puis de temps en temps, donc le week-end, on allait choisir des vinyles avec elle. Et donc ça passait par bien évidemment la musique congolaise, puisque je suis d'origine congolaise, mais pas que. On achetait aussi des disques de salsa, par exemple. On achetait du reggae, des vinyles de Peter Tosh. Enfin voilà, c'était divers et variés, mais principalement quand même de la black music. Ok. Donc ça a été, je pense, mon premier lien avec la musique d'une manière générale. Et puis ensuite, bien évidemment, les grandes tendances comme Michael Jackson à l'époque. Bien évidemment, il y a eu aussi toute l'arrivée de la culture hip-hop. Et puis toute cette vague afro-caribéenne qu'on avait. Hein. Donc ça va de la rumba au zouk avec des groupes comme Kassav qu'on a beaucoup écouté étant plus jeune. Okay. Bien évidemment les inspirations de la Jamaïque aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec des grands artistes comme Bob Marley, Peter Tosh, Burning Spear, des groupes comme Steel Pulse. Les pionniers du reggae. Voilà, tous ces grands artistes-là originaires de la Jamaïque. Et puis donc je me suis nourri en fait de toutes ces inspirations. Et à la fin, bon là je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Mais disons qu'à la fin 80, début 90, c'est là où on a vu toute la première vague d'artistes de rap francophone. À savoir les groupes comme IAM, Ministère Hammer, MC Solar, toute cette première vague. Moi j'étais tout jeune, j'avais même pas une petite dizaine d'années. Et c'est vrai qu'à partir de là, on a compris qu'il y avait possibilité d'être engagé sur certains sujets, de prendre position, de raconter un petit peu aussi notre quotidien en musique, avec cette espèce de flow très très speed à l'époque, sur des rythmiques issues de samples, de choses comme ça. Et avec mon partenaire Jackie, j'ai décidé de m'essayer à l'exercice. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Mais c'était vraiment des textes qui étaient, comme je le disais, engagés. On racontait un petit peu nos conditions de vie, qui n'étaient pas forcément des plus simples. Hein. On sait comment ça se passe quand on grandit en banlieue parisienne. Moi, je suis né à Sarcelles, j'ai grandi à Garges dans le 95. Donc voilà, c'était raconter un petit peu notre quotidien, parler un peu aussi des inégalités, parler aussi de cette oppression qu'on pouvait avoir à l'époque. Il y avait un gouvernement très très dur. Encore une fois, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est l'époque de Charles Pasqua et tout ça. Et donc voilà, c'est ce qu'on mettait en musique. Okay. Et puis il y avait aussi des sujets qui n'étaient pas forcément des sujets internationaux. Auxquels on n'était pas insensible. Je parle par exemple de l'apartheid. Voilà, à cette époque, Mandela était enfermé. Nous, on voyait tout ça de très très loin. Mais malgré la distance, on avait quand même envie de dénoncer tout ça, de dénoncer ces inégalités raciales. Ça avait une résonance, quoi. Malgré notre jeune âge, on n'était pas insensible. Et puis voilà, c'est tout ça qui m'a donné envie de faire de la musique à l'époque. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, tu étais quand même assez jeune à ce moment-là. J'étais au collège, j'étais en 6e, 5e. Ok, ouais, déjà sensible quand même à tout ce qui se passait en France et aussi à l'international, quoi. Ouais. Et puis surtout, on avait la possibilité d'exprimer ça sous la forme d'un art. Tu vois, donc c'était quelque part une chance, hein, une chance. Et puis à cette époque, il y avait aussi du côté des États-Unis plein de groupes qui nous inspiraient, des groupes comme Public Enemy par exemple qui étaient très engagés.
On parlera de cinéma tout à l'heure, mais il y avait aussi des films de Spike Lee, les premiers films de Spike Lee au milieu des années 80. Tout ça mettait en lumière en fait la condition des afro-descendants, des Africains, des Noirs d'une manière générale. Et voilà, et nous on se sentait concernés par tout ça, par tous ces sujets de société, quoi. Ouais, donc ça a un peu aiguisé tout le reste. Ok. Et bien évidemment, derrière tout ça, il y avait aucune envie de devenir un artiste, d'en faire un métier, d'en faire une profession. C'était avant tout un passe-temps Un moyen d'expression. Et un moyen d'expression, tout simplement. Ok. Bah, du coup, tu as parlé de Jackie. Forcément, Jackie ne va pas sans Benji. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la rencontre? Est-ce que vous vous connaissez depuis gosse? Est-ce que, Eh ben, on s'est rencontrés à cette même période, à peu près à l'entrée du collège. Hein. Donc on avait une petite dizaine d'années. Moi, je suis né à Sarcelles, donc j'ai toujours été dans mon quartier depuis le début. J'y ai vécu jusqu'à mes 26 ans. Et Jackie, lui, est arrivé à l'âge de 10-11 ans. Donc quand il est arrivé au quartier, je suis l'une des premières personnes qu'il a rencontrées, si ce n'est la première. À chaque fois, il raconte cette anecdote. Et depuis cette rencontre, on ne s'est jamais quitté, quoi, tout simplement. Donc voilà, on a partagé énormément de choses ensemble, la musique, mais pas que, puisque forcément, dans les quartiers populaires, les familles se connaissent, les mamans se côtoient, se croisent au marché, ainsi de suite. Les frères et sœurs se voient. Donc aujourd'hui, c'est plus que de l'amitié, c'est un frère. Oui, c'est un membre de la famille. Exactement. Je sais du coup que tu as créé ton propre label. Comment ça s'est présenté? Est-ce que c'était une envie depuis longtemps? Est-ce que c'était pour ne pas être brimé un petit peu dans ce que vous pouviez proposer avec Jackie dans vos textes? On va dire que la création du label, c'est un concours de circonstances. C'est vrai qu'à l'époque, on avait déjà sorti notre premier album. Et puis très très vite, on a eu envie de mettre en place en fait des espèces de collaborations qui réuniraient un certain nombre d'artistes qui ne se connaissent pas vraiment, mais qui peuvent avoir des thématiques qui vont dans le même sens, une idéologie qui va dans le même sens, etc. Donc on a commencé à organiser des petites sessions, dont la première a été d'ailleurs un grand succès, puisque c'était notre titre « On fait les choses ». Et du coup, cette première session, on invite Rof, on invite Mystique, on invite Pete Bacardi, Jackie et moi-même étions là. Et puis, on a enregistré ce premier morceau qui était « On fait les choses ». Et puis, ça a été un bon succès. C'était vraiment une petite entreprise. Hein. Au départ, on faisait fabriquer les vinyles, ça arrivait à la maison, on collait les étiquettes nous-mêmes, on allait les emmener dans les magasins. C'était une petite manufacture dont on ne savait pas vraiment ce que ça allait devenir par la suite, mais ça nous faisait kiffer d'organiser ces sessions. Et puis ça a bien marché, on en a organisé une deuxième, puis une troisième. Et à partir de là, on a eu une proposition pour enregistrer tout un projet sur le même modèle. Donc avec des rencontres de rappeurs qui ne se connaissent pas forcément, mais qui collaborent sur ces titres. Et ça a donné la compilation Première Classe Volume 1. D'accord. Et quand cette compilation est sortie, ça a été vraiment quelque chose de très très original parce que ça ne s'était jamais fait. Il y avait 50 rappeurs, 10 producteurs, c'était vraiment un projet énorme et on en a vendu très très rapidement 100 000, donc on a été disque d'or en moins d'un mois. Ça a été un énorme succès, donc à la suite de ça, on a commencé à travailler sur des artistes présents dans ce projet-là qui n'étaient pas forcément signés. Donc la première signature, c'était Pete Bacardi, qu'on a développé par la suite. Et puis on a accompagné des artistes comme Rof sur leur signature. On a produit le groupe Tandem aussi. On a développé beaucoup d'artistes. Ça a été le début. Voilà, mais au départ, effectivement, c'est toujours, en fait, ça part toujours d'une initiative. C'est-à-dire qu'on se met dans l'action. Et à partir de cette action découlent des résultats qui dépassent toutes nos attentes. On est surpris des résultats. Voilà, et donc du coup, on a créé ce label qui existe encore. On l'a créé en 2000, 99-2000. Et puis aujourd'hui, nos studios d'enregistrement sont encore là. On continue à accompagner des jeunes artistes. On a encore un catalogue d'édition. Et on prend toujours autant de passion à dénicher des pépites et puis les accompagner jusqu'au succès si possible. Voilà. Ok. Et est-ce qu'au début, quand tu as commencé, c'était vraiment un moyen d'expression, un loisir, ou très vite, tu t'es dit, ok, c'est ça que je veux faire en fait? Jamais je me suis dit que c'est ça que je veux faire. Non, c'était vraiment un passe-temps. Okay. Et puis, tu sais, il faut savoir que quand on grandit dans une famille africaine de surcroît, où les parents peuvent être un peu durs, quand on va leur expliquer qu'on a envie de faire de la musique et qu'on ne veut pas être avocat, on ne veut pas être médecin, on ne veut pas, tu vois, c'est quelque chose qui ne passe pas du tout. Donc, non, j'envisageais pas de faire une carrière. Comme je le disais, c'est vraiment...
je dirais pas un concours de circonstances, mais c'est 3 facteurs. Tu vois, c'est le travail, bien évidemment, et puis je pense qu'après il y a un espèce de facteur chance aussi, et l'opportunité qui se présente derrière, qui nous a permis de faire ça. Donc j'ai signé mon premier contrat, j'avais 18 ans, tu vois, ça arrivait très tôt, j'avais quitté l'école un an avant. Et puis voilà, et puis jusqu'aujourd'hui on est là. Bon, on parlera probablement des projets à venir, mais en tout cas, voilà, la musique ne m'a jamais lâché. Moi non plus, je ne lâche pas la musique. C'est un secteur d'activité dans lequel je m'épanouis très très bien. Et voilà, donc on continue, on poursuit. Ok. Et comment ça s'est passé la première représentation en Afrique? Qu'est-ce que tu as ressenti? Tu es parti avec elle Alors, la première représentation en Afrique, c'était en 1900... Pas 60, hein. Là, c'est plus que les moins de 20 ans. Là. Non, on est en 98. En fait, à la base, je vais au Sénégal pour les vacances. Et il se trouve que là-bas, Passy était programmé pour un concert. C'était Positive Black Soul qui les faisait venir. Donc, un des premiers groupes de rap africains. C'est vraiment des pionniers dans le genre. Ouais. Je salue Didier Awadi au passage, qui est un frangin. Et donc, ils avaient invité Passy pour leur festival qu'ils faisaient chaque année. Et moi, j'étais au Sénégal à la même période. Donc, on m'a appelé voilà, sur scène. C'est la première fois que je me suis produit sur le continent. Et puis, par la suite, bien évidemment, il y a eu le projet Bissona Bisso. Voilà, qui a eu une résonance vraiment sur tout le continent. Donc on a eu une grosse tournée africaine avec Neg Marron aussi. On a fait énormément de festivals. On a joué un peu partout, quoi. Que ce soit Bénin, Mauritanie, Sénégal, Burkina, Cameroun, Congo, j'en passe. Vous avez fait le continent. Ouais, Niger. Enfin voilà, on a dû jouer peut-être dans une quinzaine ou une vingtaine de pays d'Afrique. On a eu la chance de se produire là-bas et c'est vrai que ce qui est intéressant avec le public africain, c'est que ce n'est pas un public qui va se focaliser sur les singles qui sont mis en lumière ou qui jouent en radio ou à la télé. Quand vraiment ils apprécient un artiste, ils connaissent les morceaux qui sont au fin fond de l'album, au fin fond du projet. Carrément. Et c'est extraordinaire. Il y a encore 3-4 ans, on a fait un concert à Bamako avec Neg Marron, avec Jackie. Et c'est la première fois qu'on allait jouer au Mali. Et c'est vrai qu'on n'avait pas sorti d'album depuis 5-6 ans, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne savais pas devant combien de personnes on allait jouer. Et on s'est retrouvé devant un public de 6000 personnes, avec les mecs qui reprennent nos titres. Mais je te dis, vraiment, les titres qui sont au fin fond des projets, quoi. Et je me dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, c'est une des choses que j'apprécie vraiment chez le public africain d'une manière générale. Ouais. Bon, du coup, on l'a bien compris, la musique, c'est vraiment dans ton ADN. Mais est-ce que tu consommes un peu du cinéma? Est-ce que tu consommes un peu du contenu africain? Oui, énormément, puisque moi, j'ai développé des activités au Congo depuis 4 ans maintenant. Donc, je passe 50% de mon temps à Paris et 50% de mon temps au Congo et en Afrique d'une manière générale, en Côte d'Ivoire aussi. Donc forcément, de temps en temps, on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau cinématographique. Et je trouve que les choses bougent plutôt bien. Je trouve que ça avance bien. Il y a beaucoup de créations originales sur lesquelles je tombe. Et j'aime bien ce qui se fait, j'aime bien les propositions. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter. Parce que ce qui est intéressant, surtout sur le continent africain, c'est qu'en termes de narratif, on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin, avec tout ce qui s'y passe, avec la richesse culturelle qu'on a, avec l'héritage qu'on a pu avoir aussi des anciens. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à raconter et j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie. Ok. Bah, du coup, moi, si tu veux bien, j'ai bien envie de te montrer un petit extrait. Donc, on a sélectionné une série qui s'appelle La Bataille des Chéris. Je te montre et puis après, on en discute. Que voulez-vous ? Je peux parler à mon mari. Hey. Mais qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Mais qu'est-ce qui t'a prise? Désolée, mais je ne sais pas ce qui m'a prise. Mais c'est ma femme. Tu es folle, mais pourquoi tu réponds à ma femme? Et moi, je suis qui? Toi, quoi? Ça quoi y voir? Écoute, mon téléphone, c'est hors limite. Ok?
Je t'ai vu sourire un petit peu. Ouais, c'est drôle. C'est drôle. Du coup, quel est le nom de cette série-là? La bataille des chéris. Ah, ok, d'accord. Non, je connaissais pas, je découvre. Ouais, c'est marrant, c'est marrant. Écoute, non, bon, ça reflète un petit peu, comment dirais-je, les différentes anecdotes qu'on peut entendre ici et là. Après, c'est vrai qu'il y a un petit peu de travail encore sur le jeu d'acteur, sur certaines choses, je pense. Hein. Et il faut qu'on soit un petit peu plus exigeant aussi pour être au niveau de tout ce qui peut se faire aussi à l'international. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on a un patrimoine qui est quand même assez riche culturellement, donc il y a plein d'histoires à raconter sous différents angles, etc. Et notre challenge aussi sur le continent, c'est de pouvoir faire des films qui ont une résonance en dehors du continent même et qui sont en capacité de rivaliser avec ce qui se fait à Bollywood par exemple, à Hollywood également. Et c'est ça notre challenge aujourd'hui. On a compris qu'on pouvait raconter des belles histoires, mais dans la forme, je pense qu'il faut qu'on soit aussi exigeant maintenant. Okay. Voilà. Mais du coup, t'en parles d'une manière pareille, aussi engagée. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, pourrait potentiellement t'attirer ? Oui, parce que je le disais tout à l'heure, hein, moi je suis d'origine congolaise et c'est vrai que on a plein d'atouts au Congo, on a plein de petites histoires à raconter, on a des spécificités qui sont bien à nous, on a des choses qui nous caractérisent et il serait intéressant de pouvoir les mettre à l'écran. Donc ce sont des choses auxquelles je réfléchis. J'ai une structure de production au Congo. Et donc, j'y travaille, j'en discute avec des réalisateurs, avec certains acteurs aussi locaux, pour voir comment on peut essayer de travailler à des petites choses. Et puis, bien évidemment, la musique et le cinéma, ça va de pair, en quelque sorte. C'est de l'art, voilà. C'est un moyen d'expression. C'est de l'art, c'est un moyen d'expression. On voit des acteurs qui se mettent à la musique, on voit des artistes, musiciens qui se mettent à l'acting, et à jouer des rôles, à la comédie. Donc, il y a quand même une passerelle entre ces deux mondes. Ok. Mais j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, que peut-être si un jour, toi, tu te lances, j'ai l'impression que tu vas aborder peut-être des sujets un peu différents que ce que je viens de te montrer. Bon, parce que, par effectivement... rapport à ton rapport au continent, à ta conscience, justement, de notre richesse. Dis-moi si je me trompe. Hein. En fait, parfois, on tombe un petit peu dans les clichés, surtout dans les rapports hommes-femmes. Donc ça peut être drôle, mais il ne faut pas qu'on fasse que ça. Ce que j'aime bien, notamment dans le cinéma ivoirien, qu'on voit beaucoup en ce moment, notamment sur Canal, ce que j'aime bien, c'est qu'ils arrivent à faire des spécificités qui sont les leurs, des séries ou des films à l'écran. Donc j'ai vu la série sur les microbes, par exemple. Je sais qu'ils ont une série là sur le cacao, l'industrie du cacao, etc. Et je trouve ça fort de pouvoir mettre ça à l'écran et d'en faire une série. Et nous, on a la même chose donc, du côté du Congo. Chaque pays il y a ses spécificités. Et donc, moi, si je devais me lancer là-dedans, ou produire ou faire des choses, ou même en tant que comédien, ce serait plutôt dans cet axe-là, plutôt que de raconter des histoires sortir un peu des stéréotypes. Sur le rapport homme-femme cliché qu'on connaît. Les co-épouses et tout ça. C'est bien, parce que ça fait partie quand même de notre quotidien, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il faut qu'on puisse se raconter aussi sur ce qui fait la richesse de notre patrimoine culturel, tout simplement. Ok, on arrive à la fin de cette petite... de ce petit entretien, on va dire. Je me demandais si, par hasard, dans ton enfance, il y avait, je ne sais pas, un proverbe, un conseil, une phrase que tu as entendue, qui t'a genre marqué, et qui aujourd'hui, tu vois, te remotive par moment, ou peut-être même que tu peux transmettre aujourd'hui à ton tour. Oh, c'est ma mère qui me disait souvent, enfin pas dans mon enfance, mais qui me dit souvent, on ne court pas plusieurs lièvres à la fois. On ne court pas après plusieurs lièvres à la fois, parce qu'elle me voit toujours par monts et par vous en train de faire plein de choses, en train d'avoir des nouveaux challenges, des nouveaux défis, voilà. Et elle a l'impression que je suis un petit peu dispersé, et donc elle me le répète souvent, et
Et parfois, ça me permet de faire un petit pas de côté aussi. Parce que j'ai tout le temps beaucoup d'idées, pas mal de propositions. Et souvent, voilà, tu te lances sur plein de choses et finalement, tu te retrouves débordé. Donc maintenant, plus ça va et plus cette phrase résonne par moment quand j'ai envie de m'engager sur de nouvelles choses. Je me dis, finis d'abord ça et ça. Et voilà, Doucement, avant d'attaquer doucement. autre chose. Voilà. Ok. Mm. Bah, je voulais juste rajouter une petite chose. Déjà, moi, je suis super émue parce que moi, j'ai grandi avec tes sons. Donc, je suis super émue du coup que tu aies accepté ce moment ensemble. Et je profite pour remercier aussi My Bouquet Africain qui a permis tout ça aujourd'hui. Ben, à mon tour, je te remercie Aïssatou pour cette invitation et ce bel entretien. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir.